Salut tout le monde, Bruno. Beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui. On a un petit podcast qui, je l'espère, va vous intéresser beaucoup. On va débuter avec notre volet géopolitique, politique, comme on le fait souvent, toujours. Et puis, par la suite, on va regarder des titres comme Nvidia, Tesla, USD/JPY, juste pour voir un peu par rapport à ce qu'on vous avait dit antérieurement, si on a eu raison ou si on a eu tort. Je peux vous dire qu'on a été pas mal bon. Encore une fois, notre ratio au niveau de nos lectures, on est très précis. Donc, avant de commencer notre petit volet géopolitique, on est bien conscient qu'on n'est pas un bureau de nouvelles ici. Et puis que les nouvelles qu'on vous donne sont les observations que nous, on a faites. Et moi, me permets de vous donner mes opinions. Donc, on ne cherche pas votre approbation pour essayer de forger notre propre opinion. De la même façon qu'on ne vous demande pas non plus de suivre ce qu'on vous dit à la lettre. On fait le volet géopolitique parce que c'est intéressant, parce que c'est informel, puis parce qu'entre traders, bien évidemment, c'est nécessaire d'échanger. Donc, vous avez complètement la latitude d'aimer ou pas ce qu'on dit, évidemment. Et par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que nos recherches sont chiffrées, sont authentiques. Le data, on ne l'invente pas, là. Ce n'est pas une boule de cristal qui nous les donne. C'est vraiment des recherches qu'on fait. Et puis, c'est aussi sûr, en fait, le soleil de septembre, au niveau du data, de la qualité de notre data. Par la suite, bien évidemment, votre appréciation, c'est la vôtre. Et à tout dire, ça nous indiffère. Chaque trader a le droit de prendre l'orientation qu'il veut bien prendre. On ne dit pas ça pour être déplaisant, bien sûr, mais c'est quand même ça. Donc, en tant que trader, évidemment, faites votre travail, due diligence. Vous devez vous informer. Nous, on est un site parmi tant d'autres. Et puis après ça, il va falloir gérer l'information puis la retraiter. Il y a des gens qui vont faire du day trading, qui vont prendre des positions sur des critères qui sont beaucoup moins développés que ceux qu'on amène via la géopolitique. Bravo pour vous, il n'y a pas de problème, mais nous, on ne travaille pas comme ça. Moi, du moins, je ne fonctionne pas comme ça du tout. C'est pour ça qu'on vous amène ce volet-là, ne serait-ce que pour être plus curieux, mieux comprendre l'environnement dans lequel on évolue, puis voir aussi les fenêtres d'opportunité qui s'offrent à vous. Donc, pour l'essentiel, ce qu'on veut, c'est vous offrir un panoramique de la situation, vous offrir nos opinions personnelles fondées sur du data, lui, qui est universel, général. Et puis ensuite, vous pouvez vous faire votre idée à votre convenance. Donc, que vous croyez au retour du lutin, des lutins, au pouvoir des melons d'eau, c'est pas grave. L'idée, c'est de partager avec vous puis de ne pas censurer. Parce qu'évidemment, tout le monde parle de censure, mais quand quelqu'un dit ce qu'il a à dire, des fois, ça fait un petit peu de turmoil, ça fait bouillir certaines personnes. On l'a vu dans les commentaires quand on a commenté le débat Harris-Trump. On a vu qu'il y avait des gens qui n'ont pas aimé du tout l'espèce de parti pris que je semblais avoir pour Mme Harris. Soit dit en passant, je dois vous le dire, je dois vous le préciser, je suis tout à fait conscient en politique qu'il n'y a aucun parti qui représente la perfection. Loin de là. Donc, on va parler maintenant de M. Trump et sa nouvelle flamme. Donc, on parle ici de Laura Loomer. On a vu beaucoup Mme Loomer récemment avec Donald Trump dans sa tournée présidentielle pour la campagne. Loomer, c'est une femme d'extrême droite qui a souvent des propos très vindicatifs. C'est un petit peu comme le Elon Musk féminin de la politique américaine. Souvent, elle a le don de se piler sur les lacets. Souvent, elle a le don d'être ridicule et d'en mettre plus que le client demande. On pourrait même parler là, d'insanité. Donc, c'est une femme qui est très visible avec Trump actuellement, alors que Melania, elle est complètement absente. Donc, ça laisse présager qu'il y aurait peut-être une relation entre Donald Trump et elle. À savoir, on verra bien là, prochainement. Ce qu'on voit, par contre, c'est M. Trump qui perd pied dans la campagne actuellement. Comme Kamala l'a dit dans son débat, Trump a été viré par 81 millions d'électeurs. Et j'ai comme l'impression que, tranquillement, pas vite, M. Trump commence à sentir le poids d'une campagne qui lui échappe. Il est moins habile dans ses propos, il y a moins de finesse.
sa mécanique, son judo intellectuel pour détruire les candidats qui s'opposent à lui. On commence à le connaître, puis on voit aux États-Unis que les chiffres ne mentent pas. Tranquillement, pas vite, Mme Harris prend le dessus sur M. Trump. Par contre, c'est encore très serré. Tout pourrait se produire. Il ne faut pas prendre Trump pour battu d'avance. Loin de là. Donc, un autre commentaire qui a très, très fait mal à M. Trump, ça a été quand Mme Harris s'est attaquée à son égo directement et lui a fait part que dans ses meetings, il n'y avait pas tant de monde que ça. Et ceux qui étaient là trouvaient ça très long, ces discours fleuves. Puis qu'il y en a qui s'endormaient quand les gens ne quittaient pas directement. Donc ça, pour un candidat comme Trump, ça a été vraiment une claque sur la gueule. Puis depuis ce temps-là, on a comme l'impression qu'il prend les bouchées doubles dans ses commentaires, dans son ranting, pour montrer qu'il est en contrôle de la situation. Et plus il fait ça, plus on le sent finalement à la dérive. À vous de juger. 2 attentats contre M. Trump. Donc, ça commence à être quand même assez piqué, même si tu es un candidat, effectivement, que j'apprécie pas du tout, même si sur le plan humain, je trouve qu'on est plus proche du puisard que du type intelligent. On ne souhaite pas ça à personne. Et ce qu'on voit, c'est la violence au sein de la politique américaine. L'incapacité, en fait, de communiquer, puis aussi toutes les déraillés de cette société-là. C'est une société violente qui commence à un moment donné à s'en permettre plus que le client le demande. Ceci étant, aux États-Unis, il y a toujours eu beaucoup de violence politique. Rappelez-vous qu'il y a 4 présidents, Lincoln, Garfield, Paul Shaw, le président, McKinley et JFK, qui ont été assassinés. Et il y en a 9 autres, excluant Trump, 10 avec lui, sur lesquels on a fait des tentatives. Donc, on se souvient que Reagan avait été tiré dans les années 80, il a survécu, et il y a eu des tentatives contre Clinton, et il y en a eu 2 contre Trump présentement, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quand même rock and roll. Donc, pour M. Trump, c'est quand même quelque chose à avaler, et je ne crois pas qu'il soit insensible à la situation. Il peut un petit peu peut montrer par bravade qu'il est capable de gérer la situation, mais ça doit l'affecter quand même, de près ou de loin. Fait à noter, c'est qu'on avait encore une fois affaire à un type qui était plus dans sa mouvance que contre lui. C'est un type, en fait, qui ne partageait pas les politiques de Trump à l'égard de l'Ukraine. Et ce monsieur-là en question, qu'on a retrouvé dans des bosquets avec un AK-47, quand même un drôle d'endroit où se placer sur un terrain de golf, ben, a déjà été en Ukraine puis a déjà essayé de faire du recrutement pour l'Ukraine. Les journalistes français parlent de lui un peu comme d'un mythomane. Donc, la tentative, évidemment, pourrait favoriser Trump, parce que quand un président, à un moment donné, ou un ancien président subit ce genre de situation-là, c'est toujours possible, à un moment donné, que sa cote de popularité remonte. On ne le voit pas présentement. Pas du tout. Je reviens sur le fait, parce qu'on me l'a écrit indirectement dans les derniers commentaires, je suis tout à fait conscient que quand on prend un parti pour un groupe politique plutôt qu'un autre, démocrate versus républicain, ben, il ne faut pas se leurrer. Les partis, en général, mentent. C'est les échelles, les variations d'échelle qui font la différence. Donc, on peut avoir un parti qui ment beaucoup sur des détails qui sont importants et un autre parti qui ment pratiquement toujours sur des détails qui sont encore plus importants. En bout de ligne, on finit toujours par faire un vote pour le moins pire. On est Canadien, en tout cas, moi je le suis, je vis au Québec. C'est certain qu'on ne votera pas aux élections américaines, mais on est tout à fait conscient, comme trader, que ces élections-là vont créer finalement des vagues qui vont nous affecter. C'est inévitable. Donc, juste vous parler, quand on parle de la compétence de Trump, il y a beaucoup de gens mondains qui vont dire « Ah, c'est du parti pris, c'est de la médisance, c'est le parti adverse qui essaie de dire que M. Trump est incompétent. » Bien, je veux juste vous dire que j'ai une liste de plus de 50 collaborateurs, dont le général Mattis, dont des gens qui étaient très, très, très proches de Trump, qui ont démissionné ou qui sont fait mettre à la porte. Scaramucci est un exemple aussi.
Et ces gens-là, il y en a quelques-uns au Congrès démocrate qui ont dit à quel point Trump était incompétent, irascible, imprévisible. Puis ces gens-là, en tant que républicains, depuis de toute heure, depuis le début de leur vie, mais ces gens-là, tranquillement, pas vite, ont choisi de changer de camp. Comme je vous disais la semaine passée, parce qu'ils considèrent que l'Amérique est plus importante qu'une histoire de parti et que Trump représente un vrai danger. Quand les élections vont se faire, que Trump rentre ou pas, rapporte ses élections ou pas, il y a fort à parier qu'il pourrait y avoir beaucoup de problèmes sur la rue, des violences. Et le marché, globalement, va réagir. Violence ou pas, le marché va réagir. À petite dose, à moyenne dose ou à très grande dose. On verra bien à ce moment-là. En fait, comme trader, on est un peu comme un surfeur. On ne commande pas la vague, on s'adapte aux vagues qui viennent vers nous, tout simplement. Politique américaine étrangère. Donc, on va parler aujourd'hui pas mal seulement d'Israël. Donc, le support à Israël actuellement a quelques dents cassées et ça relève d'une grande hypocrisie. Parce qu'évidemment, la réplique d'Israël depuis le 7 octobre dernier est quand même extrême. Donc, il y a beaucoup de lobbies, ici comme ailleurs, au Canada, aux États-Unis à travers l'EPAC, en France à travers le CRIF, qui jouent leur rôle et qui réussissent finalement à avancer le narratif comme quoi Israël se défend, que c'est l'État qui représente le bien versus le mal, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'insanités comme ça qui sont véhiculées par des gens comme Bernard-Henri Lévy en France, comme Finkielkraut, toujours en France, et puis M. Bonadel, qui est un avocat qui a travaillé pour le CRIF, qui était à la tête du CRIF pendant longtemps. Donc, ces gens-là ont beaucoup de temps de presse. On les écoute comme si on nous partageait la vérité infuse. Puis, c'est seulement du coin de la bouche qu'on soulève le fait qu'il y a peut-être une espèce de déséquilibre entre ce qui est fait actuellement et ce qui a été fait. On parle du 7 octobre. Et on oublie tout le temps l'historique. Donc, Israël, ça a été créé en 1948, mais à partir de 1920, il a commencé à y avoir des groupuscules, la Ghana et compagnie en Israël, qui ont utilisé des actes terroristes, qui ont tué des gens dans la population, qui sont attaqués contre les Britanniques, parce que c'est un mandat britannique, pour éventuellement arriver à leur fin, puis fonder l'État d'Israël, sous Ben Gourion, 1948, dans l'après-guerre. Et par la suite, il est arrivé beaucoup de choses. Il y a eu la guerre de 6 jours, par exemple, et il y a eu des territoires dont Israël s'est accaparé le contrôle. Et il y a eu des résolutions de l'ONU disant que les actions étaient illégales du point de vue international. Et Israël s'est tenu finalement à ses politiques quand même. Et il n'y a aucune résolution depuis 1948, et on parle de centaines de résolutions contre Israël qui ont été suivies par l'État hébreu. Zéro niet. Et même si Gaza a été rétrocédé parce que les Gazaouis avaient le contrôle de leur État, et les Israéliens les enclavaient complètement. On disait d'ailleurs que c'est un apartheid. L'UNESCO dit que c'est un apartheid. Israël a pu faire à peu près tout ce qu'elle voulait tout le temps. Et elle a eu un appui inconditionnel des Américains sur cette longue période-là. Il y a d'autres pays, par contre, comme actuellement l'Irlande ou l'Espagne ou la Norvège, qui commencent à vomir un petit peu les actions qu'Israël fait. Parce qu'Israël, actuellement, a détruit 17 hôpitaux sur 36 à Gaza existantes, détruit des dizaines d'écoles. Il y a 3400 enfants qui sont morts dans cette guerre-là. Plus de 40 000 personnes en tout et partout. Là, on ne parle pas des estropiés, des gens qui vont être traumatisés à vie. Puis, on ne souligne pas le fait que ces gens-là, qui ont été complètement écrasés là, sous la botte israélienne, qui éventuellement vont encore chercher à se venger. Et on ne peut pas leur reprocher. Donc, c'est une espèce de vendetta sans fin qui s'installe. Et puis,
Ce qui va se produire demain, c'est le résultat de ce qui se produit aujourd'hui. Et ce qui s'est produit le 7 octobre, c'est aussi un résultat. Donc, vous n'êtes pas obligé de partager notre opinion, comme on le disait, mais c'est quand même les choses telles qu'on les voit de notre part. En tout cas, la personne qui vous livre la marchandise aujourd'hui, elle est sur cet alignement-là. Évidemment, il y a aussi des pays qui soutiennent Israël. La France, actuellement, comme je disais, lobby très fort là-bas, difficulté pour l'État de prendre ses distances. Aux États-Unis, même s'il y a un aile du Parti démocrate actuellement, l'aile gauche, qui commence à en avoir soupé de ce genre de politique-là en Israël, puis on commence aussi à être capable de mettre sur la table que la société israélienne, en général, est très raciste et qu'il y a des travers dans cette pseudo-démocratie-là, et depuis longtemps. Donc, le meurtre de Palestiniens, quand il y a 100 Palestiniens qui meurent, on en parle un peu, puis quand il y a un Israélien qui meurt, c'est la catastrophe annoncée. Évidemment, la mort d'un homme, c'est la mort d'un homme, c'est tragique. Mais cette façon-là de présenter les choses, de distordre la réalité, à un moment donné, c'est mensonger, désagréable, puis ça laisse un goût de merde en bouche, un petit peu. Donc, ça fait 165 jours 165 journalistes, excusez-moi, qui ont été assassinés aussi en Israël durant cette guerre-là, plus à Gaza, ou en Cisjordanie. Récemment, il y a une jeune Américaine, je suis incapable de prononcer le nom, c'est Azernour Edji, en tout cas, je ne sais pas trop quoi, qui s'est fait assassiner en Cisjordanie. Une jeune fille qui vivait à Seattle. Évidemment, Anthony Blinken a versé quelques larmes. M. Biden nous a dit que c'était triste. Et on a épongé, encore une fois, l'exaction israélienne sous couvert d'erreur. Il y a une erreur qui a été commise. Sur 165 journalistes aussi, c'est des erreurs. On ne visait pas ces gens-là. Donc, j'ai fait le tour un petit peu de la situation en Israël. Donc, tout ça pour vous dire que ce qui se passe aux États-Unis avec l'élection de Trump et en Israël, bien évidemment, affecte l'économie beaucoup, beaucoup. Puis, les gens qui vont trader sur du long, du moyen terme, pourraient se servir de la situation, des tensions actuelles pour choisir leur combat. C'est le cas de le dire. Donc, du point de vue économique, la guerre a un impact. Du point de vue des énergies déjà, le pétrole au Moyen-Orient et aussi avec l'Ukraine-Russie, bien, le pétrole a des ailes. Le pétrole, la valeur du pétrole est à la hausse. L'inflation aussi sur les commodités, parce qu'il y a plusieurs pays au Moyen-Orient qui exportaient vers l'Europe, puis là, actuellement, ils ne peuvent plus rien faire. Ou le flot des transferts est amoindri. Ça a un impact réel. C'est un impact réel qui change la donne. Donc, les gens qui vont trader des commodités et tout, il y a beaucoup, beaucoup d'occasions qui s'offrent à vous. Le tourisme en Israël, on s'entend aussi, est moins prisé. Il y a des gens qui choisiraient un petit peu plus les marches dans un volcan en fusion plutôt que d'aller mettre les pieds là-bas présentement. Donc, pour l'État israélien aussi, c'est problématique. Et pour... globalement, quand on regarde globalement la situation, ça pourrait aussi s'embraser. Tranquillement, pas vite, Israël a fait des incursions vers l'Iran, elle l'a fait au Liban, elle aimerait que les Américains s'impliquent plus. Évidemment, les Américains ont dit qu'ils seraient là pour défendre les intérêts d'Israël, les aider, mais en même temps, ça crée de la bisbille aux États-Unis. Donc, vous voyez, tout est interconnecté. C'est un monde de vases communicants. Puis l'économie, c'est la même chose. Quand il se passe un événement, bien évidemment, ça l'impacte directement sur les marchés, positivement ou négativement. Donc, c'est important pour vous de regarder à la lecture de toutes ces choses-là ce qui risque de se produire. Et ça change rapidement, évidemment. Les élections américaines, couplées avec la guerre en Israël, couplées avec ce qui se passe en Ukraine, couplées avec les problèmes climatiques, ainsi de suite, ainsi de suite, merci, bonsoir, c'est compliqué. Donc, si on fait un petit passage vers l'Ukraine, l'Ukraine actuellement, la question de l'heure là-bas, c'est est-ce qu'on va avoir le droit de la part des Américains d'utiliser des missiles longue portée
pour atteindre la Russie. Et il y a de plus en plus de sons de cloche qui tendent vers cette solution-là. Parce qu'on se dit que si on ne peut pas faire mal aux Russes derrière les lignes, là où les approvisionnements se font, bien, on risque de se retrouver tôt ou tard avec une situation qui va être inextricable. Les Russes vont gagner, merci, bonsoir. Et évidemment, les pays occidentaux, beaucoup de pays occidentaux, pas tous, ne veulent pas de cette situation-là. Imaginez-vous les pays limitrophes avec la Russie, comme la Pologne, bien, eux, évidemment, veulent qu'il y ait un durcissement des politiques de l'ONU à l'égard de la Russie. On veut qu'on permette à l'Ukraine de se défendre mieux et plus. Globalement, l'économie actuellement, même si, quand on regarde le S&P 500 et tout, c'est quand même bien, on sent qu'il commence à y avoir un petit peu des petits coups de chaleur et il y a beaucoup de nervosité sur le marché. On serait à moins avec tout ce qui se produit. C'est normal que les gens soient inquiets, puis d'autant plus que les élections arrivent dans quelques semaines, 5 novembre. Donc, soyez prudents et essayez tout le temps de vous faire une idée générale, même si vous tradez sur du court terme. Plus vous comprenez une situation, mieux que c'est, évidemment. Par rapport aux politiques américaines elles-mêmes, il n'y a pas grand changement à attendre. On risque d'être sur la continuité. Par contre, l'optimisme de façade de certains couvre, il y a peut-être anguille sous roche. Moi, je crois que l'économie est plus plombée qu'on veut bien le croire, que l'endettement est un problème, et j'anticipe depuis longtemps un recul de l'économie américaine. Je vais finir par avoir raison. Je n'ai pas eu raison dans les derniers mois, ça c'est certain. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui lève 500 livres au bench press. Première répétition, deuxième répétition, troisième, tout va bien. C'est qu'on se dit que le gars il le fait facilement. Puis la quatrième, le poids ne lève pas. Donc, j'ai l'impression qu'avec l'économie, ça va être un petit peu ça. L'économie donne tout ce qu'elle a à donner, atteint sa pleine extension, rétraction absolue. Donc, faites attention, soyez prudents. Le monde est en feu, pas de besoin de vous convaincre. Les élections qui s'en viennent, ça va jouer aussi. Les questions par rapport à l'immigration, ici aux États-Unis et ailleurs, dans les prochaines années, vont jouer ça va jouer un rôle clé dans l'équilibre des forces, évidemment. Il y a des tensions culturelles un petit peu partout. Et puis, on va rajouter des éléments qui sont insignifiants par rapport à ça. La débâcle de M. Trudeau hier dans Verdun, qui fait bien rire, et celle de M. Coderre par rapport à ses impôts. Donc, ça, c'est deux événements qui ont zéro importance. C'est comme une flatulence dans un océan. Donc, on a fait le tour de la situation. Prenez ce qui vous convient. Dans quelques secondes, on va regarder des titres du point de vue technique. Et c'est un départ. Donc, le fameux heatmap, vous voyez les marchés encore une fois, beaucoup de disparités. Les compagnies qui sont dans le vert le sont peu. Microsoft, 0,67 %, pratiquement neutre. Google, 0,56 %, pratiquement neutre. Meta, négatif. Apple, négatif. Nvidia, 1,51 %. Le marché en général, son évolution actuellement n'est pas spectaculaire. Donc ça, c'est le S&P 500, 500 plus grosses compagnies aux États-Unis. Que les compagnies soient inscrites au Nasdaq ou au NYSE, les deux bourses principales aux États-Unis, c'est ce qu'on a. Donc pour l'instant, on voit que le marché est un petit peu sur le break-à-bras, pour reprendre une expression que je vous ai déjà servie. Si on regarde maintenant NVIDIA, on avait parlé d'NVIDIA pas plus loin que la semaine dernière, on disait que NVIDIA actuellement, suivant une brisure à ce niveau-ci, soutenu par un mouvement haussier en triangulation, bien que le titre risquait de monter, d'abord peut-être jusqu'à ce niveau-ci. On est monté, nous autres, jusqu'à ici. Là, actuellement, on fait une rétraction. Et ce qu'on annonçait, qu'on allait monter, suivant cette cassure-là, ça s'est fait. On n'est pas rendu encore au niveau de la triangulation, espèce de droite ici qu'on voit descendante. Mais il y a fort à parier que suivant cette petite correction-là ici,
qu'on vienne retoucher assez rapidement ce niveau-ci. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas baisser encore un petit peu, mais on va retoucher ce niveau-là, comme on vous l'avait dit, on pense ça, puis on pense même que ça pourrait, des très grandes chances que ça perce. Si ça perce, attention, il risque d'y avoir une rétraction, puis une remontée. Ce qui veut dire que dans ce mouvement anticipé-là, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Il y a plusieurs positions qui peuvent être prises. Soit vous gardez les mêmes positions et vous implémentez, soit vous rentrez, sortez dans vos positions si vous faites de l'intraday. Si on regarde maintenant Tesla. Donc Tesla, on l'avait critiqué il y a quelques semaines. Je vous disais que la compagnie, globalement, patatait, était en baisse. Bien, c'est le cas. Et même si on a dépassé notre espèce de droite ici, parce qu'on expliquait l'autre fois qu'on butait à peu près à ce niveau-ci, on avait percé un petit peu. Bien là, on travaille dans cette zone-là. Mais vous voyez qu'on ne se dégage pas beaucoup de notre droite. On est très, très, très en bas du highest low qui avait été franchi ici, qui était un point de reversement, parce qu'on avait descendu par la suite. Là, on a remonté. Bon, on va voir ce qui va se produire. Ça se peut qu'on remonte. Mais même si on remontait jusqu'à ici, ou même si on remontait ici, ou plus haut, si c'est pour mieux redescendre après, bien, ça revient un petit peu à la même chose. Ce que ça va changer, c'est notre perspective, notre vision générale. Notre droite, plutôt que de se poser à ces niveaux-là, se poserait peut-être un petit peu plus comme ça. Mais on est dans un contexte baissier. Et les zones dans lesquelles on pensait travailler, bien, on a des fortes chances de les visiter. Mais on n'est pas apodictique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de notre coût à 1000 %. Donc, on va quand même regarder ce que le marché fait pour prendre des positions qui sont judicieuses. On ne veut pas, à un moment donné, avoir une idée sur quelque chose puis que le marché nous donne tort. Ce n'est pas ça qu'on veut. Si on regarde maintenant l'USD JPY, bien, vous voyez qu'en daily, ça a descendu. Ça, c'était une analyse sur laquelle je m'étais trompé parce que quand on était à 161, ici, moi, j'avais dit que je croyais que ça allait monter jusqu'à 165. Et suivant ce que j'ai dit, boum, il y a un renversement. Les annonces ont commencé à être beaucoup plus négatives et le titre s'est affaissé. Premier niveau, peut-être deuxième niveau ici. Quand on regarde ce niveau-ci, c'est un niveau clé qu'on voudrait ne pas franchir. Donc, la ligne jaune ici, là, je vais dessiner par-dessus une ligne verte. Ce niveau-là, c'est un niveau clé. Puis aujourd'hui, ça ne veut rien dire, mais aujourd'hui, on vient de faire... Il y a eu une espèce d'étoile du matin. En tout cas, il y a eu un arami, ça c'est sûr. Mais vous voyez ici, là, on pourrait dire qu'il y a eu un marteau. Il y a eu comme une étoile du matin, ça ressemble à un arami, là, tu sais. Donc, vous voyez ici qu'on a cassé la chandelle de référence. Et quand ce genre de configuration-là se produit, il y a des bonnes chances par la suite qu'il y ait une montée dans les prochaines heures, parce qu'on est en daily. Donc, je crois qu'on risque de revenir concurrencer soit ce niveau-là ou ce niveau-ci. Vérifiez, on a des très bonnes chances d'atteindre ces niveaux-là dans les prochaines heures. C'est ce que je voulais couvrir avec vous aujourd'hui. Juste pour le plaisir, j'ai oublié, on va regarder l'or. Donc l'or, belle progression, comme vous le voyez. En daily, on a été très, très, très positif. Là, actuellement, il y a une petite rétraction qui se fait, rien d'inquiétant, mais la table semble être mise pour une remontée. Donc, il y a des très fortes chances, dans une observation en daily, qu'on remonte minimalement vers ce niveau-là. Et si jamais on perce, s'il y a une percée, un breakout qui s'effectue, je vous inviterai à ce moment-là d'aller voir les figures harmoniques ABCD, parce que c'est pas impossible qu'actuellement on soit en train d'en dessiner une. Donc, je ne donnerai pas finalement ici l'explication de cette configuration-là, mais je vous dirais, ne manquez pas le train qui se présente à vous. Ça pourrait être très intéressant
pour quand même faire des sous. On a fait le tour de la situation. Faites-nous vos commentaires. On est toujours content de vous entendre. Je vais me permettre de vous répondre comme je le pense. Comme je vous dis, on travaille sans aucune censure. On veut vos commentaires aussi. Ça se fait quand même dans la bonhomie parce que on fait ça pour faire du trading. C'est ça l'objectif. Si vous aimez notre façon de faire, n'hésitez pas. Des thumbs up, on en veut. Et puis, s'il y a de quoi, on est là pour vous. On peut répondre à vos questions. On peut discuter avec vous. Vous pouvez même prendre rendez-vous avec nous, auquel cas vous voulez nous visiter. Mais appelez-nous à l'avance. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord. C'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.